On va résumer le livre La petite fadette de George Sand. Avant la lecture du livre, il y a un petit texte que l'auteur a écrit pour expliquer le contexte dans lequel elle a écrit ce livre. Et c'est un contexte très violent, c'est un contexte de guerre civile. George Sand, qui est une femme instruite et qui fréquente le milieu des politiques, a tout à fait conscience de l'horreur qui se passe autour d'elle et elle en est très perturbée. Elle va écrire alors qu'elle est une artiste et un artiste n'a pas la force de supporter, de voir tant d'horreur. Et comment réagit l'artiste d'après elle? Il réagit en écrivant de belles choses. Elle dit que les hommes sont arrivés à un point d'horreur qui est tel, qui s'égorgent entre eux, c'est vraiment la guerre, c'est après la Révolution, il y a des massacres, c'est absolument terrible. Et elle dit les hommes sont arrivés à un tel point d'horreur que ce n'est pas les discours moralisateurs qui vont pouvoir remettre les hommes un peu dans le droit chemin et leur faire comprendre qu'il faut arrêter les haines et les massacres. Et elle dit, l'artiste, il ne doit pas culpabiliser de n'être capable que d'écrire des belles choses et des belles histoires, parce que c'est ça son devoir. Et c'est intéressant ce petit texte qui explique pourquoi et comment George Sand a écrit ce livre, c'est parce qu'elle considère que son devoir à elle, c'est de montrer de belles choses aux hommes, de leur permettre de s'évader de l'horreur, et que c'est comme ça qu'elle contribuera à faire avancer le monde dans le bon sens. Alors on va résumer ce livre que moi j'ai adoré et qui a un autre intérêt pour nous qui le lisons aujourd'hui, c'est qu'il nous permet de voir vraiment comment vivaient les gens à cette époque, quelles étaient leurs valeurs, qu'est-ce qui était important pour eux. Évidemment, c'est le point de vue d'une seule personne, c'est le point de vue de George Sand, mais c'est un petit peu comme si on allait filmer dans le passé, comme si on pouvait se télétransporter, et ça c'est toujours génial, c'est comme quand on lit Zola. Je trouve que des romans comme ça vaut un cours d'histoire et encore mieux. Et juste pour contextualiser encore un petit peu, George Sand, elle va nous faire tout un roman qui est très, on peut dire un peu fleur bleue, avec des bons sentiments, avec des braves gens tout le long du livre, et qui est aussi très proche de la morale religieuse. Ce qui est un petit peu drôle pour nous qui connaissons l'histoire de George Sand, qui était une femme avec une vie très atypique, qui n'était pas du tout une mère de famille qui vivait avec des mœurs qui, pour son époque, étaient tout à fait révolutionnaires. Et pourtant, elle va nous faire un roman qui est très, très respectueux de la norme, qui est très conforme aux attentes de la religion, et même qui est à la fois très religieux et vraiment du bon côté, parce qu'en plus, elle va, dans ce roman, et je ne vais pas gâcher le résumé, je vais arrêter après de parler de George Sand, je vais me concentrer sur l'histoire, mais la dernière chose à dire, c'est que dans ce roman, elle va montrer comment la religion n'est pas la superstition, et dans ce contexte paysan, elle va nous montrer comment le père qui incarne la bonne religion va sortir justement un petit peu sa famille de l'obscurantisme, et c'est un petit peu l'idée de la paix pour les hommes de bonne volonté. Allez, on attaque le résumé. Dans le premier chapitre de La petite fadette de George Sand, on découvre une famille qui est la famille du père Barbeau et de la mère Barbeau. Cette famille vit à la campagne, ce sont des agriculteurs et ils sont relativement prospères parce qu'ils ont 2 champs autour de leur maison, ils ont un verger et ce sont des gens très sérieux qui prennent grand soin de leur propriété. Du coup, ils arrivent à vivre suffisamment bien avec leur production et il leur reste même un petit peu au-dessus pour pouvoir vivre correctement. Ils ont déjà 3 grands-enfants. Et la mère Barbeau attend un bébé. Mais là, il y a une surprise, c'est que ce sont des jumeaux. On découvre un mot de vocabulaire qui n'est plus beaucoup utilisé maintenant, ce sont des bessons, ça veut dire des jumeaux homozygotes, ça veut dire des jumeaux qui ont grandi dans la même poche et ils sont semblables en tout point. La sage-femme qui est venue faire accoucher la mère Barbeau s'appelle la mère Sagette. Et cette dame-là va un petit peu consoler Madame Barbeau parce qu'elle est très inquiète. Alors le père Barbeau, il essaye de la consoler, il lui dit « Bon, ça va être difficile de nourrir 2 bouches en plus, mais t'inquiète pas ma femme, je vais travailler encore plus dur pour que ma famille ne manque de rien. » C'est un roman de l'époque, donc on voit que la place du père, elle est très différente. D'ailleurs, ils appellent le père notre maître. Et il semble vraiment être un brave, le père Barbeau. Et on verra dans tout le livre que tout le monde lui obéit sans broncher. Donc il console sa femme, il lui dit « Écoute, je ne te reproche pas de m'avoir fait 2 enfants de plus à nourrir, ne t'inquiète pas pour ça. » Mais la mère Barbeau s'inquiète pour autre chose. Elle s'inquiète parce qu'on dit dans la campagne, c'est un petit peu des rumeurs, et on va voir qu'il y en a comme ça plein des rumeurs et des croyances qui sont un petit peu déraisonnables.
qui disent que quand il y a deux jumeaux, il y en a toujours un qui finit par tuer l'autre ou alors par prendre toute la place, toute la santé, etc. Donc ils vont faire appel à la mère Sagette qui va leur donner un conseil. Elle va leur dire les jumeaux, il ne faut pas les laisser tout le temps ensemble. Il faut les dissocier le plus possible par tous les moyens possibles. Quand un a un compliment, il ne faut pas en faire à l'autre. Les vêtements doivent être différents. Quand l'un part au champ, l'autre doit rester sur la ferme, etc. Donc elle va leur dire de les différencier par tous les moyens possibles. Et la mère Sagette, elle va être un petit peu comme une prophétesse, elle va dire quelque chose du futur, elle va dire « Je sais que vous oublierez ce que je vous ai donné comme conseil parce que je sais que dans les campagnes, les coutumes sont très fortes. » Et effectivement, dans le chapitre 2, on voit ces deux petits qui grandissent et le père Barbeau qui, déjà dès les tout premiers instants, cherche une nourrice mais ne la trouve pas. La mère Barbeau finit par dire « Écoute, on va économiser de l'argent, je peux très bien les nourrir moi-même tous les deux, même si je suis déjà vieille. » Donc il renonce à l'idée de prendre une nourrice. En plus, elle dit ce serait injuste d'en nourrir un et de laisser l'autre chez une nourrice qui en prendra moins soin. Et puis c'est un petit peu pareil pour tout finalement. Chaque fois qu'ils essayent de les différencier, les enfants se retrouvent à vivre finalement les mêmes choses. Quand par exemple ils font un cadeau à un seul des enfants, si c'est quelque chose à manger, le premier partage avec le second. Si c'est un jouet, ils jouent ensemble, sans différenciation de dire s'il est à l'un ou à l'autre. Ce sont des très beaux enfants, en bonne santé, et tout le monde se met à leur parler parce qu'ils trouvent que c'est drôle de voir des jumeaux. Ce qui fait qu'en plus de leur bonne santé, de leurs parents qui prennent soin d'eux, ça devient des enfants très amicaux, qui savent parler. Elle dit, chez nous, dans nos campagnes, quand un étranger arrive, les enfants se cachent dans les buissons. Mais eux, quand ils voient un étranger arriver, ils viennent parler avec franchise et honnêteté, ils n'ont pas peur. Elle dit simplement que, alors l'aîné, qui est le premier à être sorti du ventre de sa mère, parce qu'ils sont le même âge, ils ont grandi ensemble vu que ce sont des jumeaux, mais le premier à être sorti, qui est Sylvain, a une petite croix sur le poignet pour être différencié, et Landry, le plus jeune, est légèrement plus costaud. Mais ils disent que ça ne fait pas une grande différence et que comme Sylvain est le plus amical et le plus attachant, finalement les deux enfants sont aimés autant l'un que l'autre. Et donc finalement les deux jumeaux grandissent en étant tout à fait fusionnels l'un avec l'autre, mais il va y avoir un gros problème dans leur ferme, c'est que les deux filles étant mariées se sont mises à avoir plein d'enfants elles aussi, et il y avait aussi un fils aîné, et c'est des braves gens qui s'entraident, qui travaillent tous beaucoup, mais finalement ils commencent à être trop nombreux sur la ferme et ils ne peuvent plus nourrir tout le monde avec cette ferme. Les garçons ont grandi, ils ont maintenant 14 ans. Et le père Barbeau va dire que un des enfants doit être placé comme garçon de ferme chez des voisins. Et évidemment, c'est un déchirement parce que les deux jumeaux ont grandi ensemble et sont très très attachés l'un à l'autre. La mère les aime énormément. Elle dit « j'ai aimé tous mes enfants, mais alors eux, ils sont encore plus mignons que les autres ». Et du coup, le père Barbeau va leur dire « il y en a un de vous deux qui devra partir la semaine prochaine ». Et il a la sagesse et la patience des paysans. C'est vraiment un véritable ode au père, ce livre. Et il leur dit « c'est à vous de décider ». Et finalement, ils vont se mettre d'accord, comme Landry est un peu plus fort que Sylvain et que Sylvain est très sensible et souffre déjà beaucoup plus que son frère de cette séparation, ils vont dire que ce sera finalement Landry qui va être placé dans la ferme des voisins. C'est la fin du chapitre 2 et le père va leur dire « bravo de vous être soumis à la volonté de votre père, c'est la preuve que vous êtes des bons enfants et quand vous satisfaisez votre père, vous satisfaisez Dieu aussi ». Je trouve que c'est très intéressant pour voir quelle conception les gens avaient de la religion à cette époque. Et donc le matin du départ, ils ne réveillent que le plus jeune, donc Landry, même s'ils ont le même âge vu que c'est des jumeaux, enfin que le deuxième qui est Landry, et il lui dit « partons vite avant que ton frère et ta mère ne se réveillent, sinon ils pleureront de ton départ ». Et Landry s'en va, il quitte la famille pour aller travailler chez un voisin d'une ferme voisine.